Il est resté chez moi pendant exactement 47 minutes. Je l'ai vu s'arrêter dans l'allée de garage, sonner 2 fois à la porte, puis entrer avec sa boîte à outils et un bon d'intervention que j'avais signé 3 jours auparavant. Professionnel, courtois, banal. Juste un technicien venu réparer un système de caméra de sécurité qui dysfonctionnait depuis des semaines. Je n'en ai pas parlé à Sandrine. Ça m'était sorti de l'esprit, me suis-je dit plus tard. Elle était chez sa sœur pour le week-end. Ce n'était pas grand-chose. Le réparateur est venu, il a réparé les caméras, il est parti. 3 jours plus tard, je me suis installé à mon bureau avec une tasse de café et j'ai ouvert les enregistrements de sécurité pour vérifier les horodatages de synchronisation. Une routine que j'effectuais tous les 2 mois pour m'assurer que le système fonctionnait correctement. J'ai appuyé sur lecture. Et 40 minutes plus tard, j'étais assis, immobile, fixant un écran que je ne voulais pas comprendre. Avant de poursuivre, si vous êtes encore là avec moi en ce moment, je vous prie de prendre une seconde pour laisser un commentaire. Dites-moi d'où vous écoutez. J'ai commencé à raconter cette histoire parce que j'avais besoin de la dire à voix haute, et chaque commentaire me rappelle que je ne suis pas seul à la porter. Et une note importante, certaines parties de cette histoire ont été romancées pour protéger les personnes impliquées et affiner le récit. Mais ce que cette histoire signifie, cette partie-là, est entièrement réelle. Et j'espère qu'à la fin, vous comprendrez pourquoi. Je m'appelle Daniel Dubois. J'ai 53 ans et j'ai passé les 22 dernières années marié à une femme nommée Sandrine. Nous nous sommes rencontrés quand j'avais 31 ans, tous deux en attente devant le même ascenseur en panne au 14e étage d'un immeuble de bureaux en verre, en centre-ville. Elle était coordinatrice de projet junior. J'étais chef de service adjoint pour l'infrastructure du bâtiment. Nous avons parlé pendant 6 minutes le temps que l'ascenseur soit remis en marche, et dès la 3e minute, j'ai su qu'elle avait quelque chose de différent. Ça sonne comme un cliché, je sais. Mais il y a une raison pour laquelle certaines choses deviennent des clichés. C'est parce qu'elles restent vraies. Nous nous sommes mariés 18 mois plus tard, lors d'une petite cérémonie au bord d'un lac, à 40 minutes de la ville. Son père l'a menée jusqu'à l'hôtel. Mon frère aîné, Marc, se tenait à mes côtés comme témoin. Notre fille, Élise, est née 2 ans plus tard, et notre fils, Cédric, 3 ans après Élise. La maison de l'allée des Ronciers est arrivée en premier. Une maison individuelle de 4 chambres avec un grand jardin et un garage que j'ai transformé en mi-atelier, mi-espace de rangement pour des choses auxquelles nous n'avons jamais vraiment trouvé de place. C'était une belle vie. Je veux que vous compreniez cela. Je veux que vous gardiez cela à l'esprit pendant que je vous raconte ce que j'ai découvert sur ces enregistrements. Car cette histoire ne parle pas d'un mauvais mariage ou d'une famille brisée. Elle parle d'un mercredi après-midi, d'un système de caméras de sécurité et de 47 minutes que je ne pourrai jamais entièrement expliquer. Si ce n'est que je les ai vus se dérouler, et qu'après les avoir vus, je n'ai plus pu les oublier. Le système de sécurité avait été installé 3 ans plus tôt, après qu'un cambriolage 2 rues plus loin ait secoué le quartier. Rien de dramatique de notre côté, juste une précaution. 6 caméras au total. Porte d'entrée, porte arrière, garage, le couloir devant la chambre principale, la cuisine et une couvrant l'allée de garage depuis l'angle du 2e étage. Le système stockait les images sur un disque dur local et les sauvegardait sur un serveur cloud auquel j'accédais via un tableau de bord web. Quelques semaines avant la venue du réparateur, le système a commencé à présenter des dysfonctionnements. La caméra de la cuisine perdait le signal toutes les heures environ. La caméra du couloir enregistrait avec un horodatage qui avait 17 minutes de retard sur l'heure réelle. J'avais essayé de réinitialiser le routeur et de reconfigurer les paramètres moi-même, mais le problème était plus profond. J'ai appelé l'entreprise qui l'avait installé, une firme locale appelée Clearview Sécurité Domicile, et ils ont envoyé quelqu'un. Son nom figurait sur le bon d'intervention. T. Mercier. Théo de son prénom, comme je l'apprendrai plus tard. Il est arrivé à 9h22, un samedi matin. Sandrine était partie la veille au soir pour passer le week-end chez sa sœur Brigitte, à 2 heures au nord. Élise était à la fac. Cédric participait à un tournoi de football le week-end avec son équipe de club. J'étais seul à la maison. Théo Mercier avait la trentaine, les épaules larges, une barbe soignée et un polo aux couleurs de l'entreprise. Il portait une boîte à outils noire de taille moyenne et une tablette pour le bon d'intervention. Il m'a serré la main à la porte, a essuyé ses bottes sur le paillasson sans qu'on le lui demande et s'est mis au travail. Je lui ai proposé un café.
Il a refusé poliment, disant qu'il essayait de réduire sa consommation. Je suis resté dans le salon pendant qu'il se déplaçait dans la maison, vérifiant chaque caméra une par une. Il m'expliquait ce qu'il faisait au fur et à mesure. Mise à jour du firmware des caméras, calibration du signal, remplacement d'un connecteur défectueux dans le boîtier de jonction derrière le panneau du couloir. Il parlait comme le font les techniciens expérimentés, avec assurance et de manière factuelle, comme quelqu'un qui avait fait ça 1000 fois et n'avait pas besoin de prouver sa compétence. Après 47 minutes, il a rangé sa boîte à outils, m'a fait signer le formulaire de fin d'intervention sur sa tablette et m'a assuré que le système fonctionnerait sans problème pendant au moins une année supplémentaire. Je l'ai remercié. Il est parti. Je n'y ai plus pensé. Je n'en ai pas parlé à Sandrine quand elle est rentrée dimanche soir. Elle m'a demandé comment s'était passé mon week-end. J'ai répondu que c'était tranquille. Elle m'a raconté la nouvelle cuisine de Brigitte et le travail magnifique du carreleur. Nous avons commandé thaï et regardé la moitié d'une émission à la télévision avant de nous endormir. C'était tout. 3 jours se sont écoulés. Le mardi est arrivé. Sandrine était au travail. Les enfants n'étaient pas là. Et j'avais une matinée calme, sans rien de pressant avant midi. J'ai préparé un café, me suis assis au bureau dans mon bureau et j'ai ouvert le tableau de bord de la sécurité. Juste une vérification de routine. Maintenant, je veux faire une pause ici un instant, car ce que je m'apprête à décrire change la nature de tout ce qui a précédé. Et je veux vous demander quelque chose avant de poursuivre. Si vous aviez été à ma place, assis à ce bureau, un café à la main, pensant que ce serait un mardi matin tout à fait ordinaire, auriez-vous appuyé sur « Lecture » ? J'ai failli ne pas le faire. Les images étaient là. Le système fonctionnait clairement. Les horodatages étaient correctement synchronisés. J'aurais pu fermer le tableau de bord et considérer la tâche accomplie. Mais j'ai appuyé sur « Lecture ». J'ai commencé par la caméra de la porte d'entrée. Théo arrivant. Théo partant. Des images claires, nettes, exactement comme il se doit. J'ai vérifié la caméra du garage, la porte de derrière, normale. Puis j'ai ouvert la caméra de la cuisine, car c'était celle qui avait eu des ratés. Je voulais m'assurer que le flux était continu, sans coupure. Le flux était continu. Mais à 10h04, environ 40 minutes après l'arrivée de Théo, la caméra de la cuisine a montré quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Sandrine. Pas enregistrée pendant la visite de Théo. Je tiens à être clair, car ce que j'ai vu n'était pas Théo et Sandrine dans la même pièce. Laissez-moi expliquer plus précisément, car la vérité est plus étrange, plus compliquée et, finalement, plus douloureuse que n'importe quel scandale. À 10h04, la caméra avait capturé Sandrine traversant la cuisine. Un samedi matin où elle était censée être à 2 heures au nord, chez sa sœur Brigitte. Elle portait le cardigan gris qu'elle avait depuis des années, celui avec la petite déchirure sur le poignet gauche qu'elle n'avait jamais pris le temps de faire réparer. Elle s'est dirigée vers le réfrigérateur, l'a ouvert, a jeté un œil à l'intérieur un instant, puis l'a refermé. Elle s'est retournée et est repartie vers le couloir. Et puis elle avait disparu. Je suis resté assis là. L'horodatage de la vidéo indiquait samedi. 10h04. Je ne l'avais pas vue. J'étais dans le salon pendant que Théo travaillait, puis j'étais allé dans mon bureau pour répondre à quelques emails. La cuisine se trouvait à l'autre bout de la maison. Il était tout à fait possible que quelqu'un y passe sans que je le remarque. La porte du bureau était fermée et le travail de Théo avait généré du bruit d'outils et d'équipements. Mais Sandrine m'avait dit qu'elle était à 2 heures de route. Sa voiture n'était pas dans l'allée de garage. J'en étais presque certain. Mais avais-je vraiment regardé ? J'ai essayé de me souvenir. J'avais raccompagné Théo à la porte. J'étais resté un instant sur le perron après son départ. Avais-je regardé sur la gauche, vers le côté de la maison où Sandrine se garait parfois quand l'allée était encombrée ? Honnêtement, je ne pouvais pas le dire. J'ai rembobiné la caméra de l'allée de garage. Je suis revenu à 9 heures, quand je buvais encore mon premier café avant l'arrivée de Théo. J'ai regardé l'allée vide. Le fourgon blanc de Théo s'engageant à 9h22. Théo allant à la porte. L'allée restant vide pendant qu'il travaillait. Et puis, à 9h51, 11 minutes avant les images de la cuisine, la Volvo argentée de Sandrine s'engageant sur le bord éloigné de l'allée de garage, partiellement hors cadre. Elle s'était garée au coin de la maison, sur la bande de béton que j'utilisais pour le stationnement d'appoint. L'endroit que je n'aurais jamais pensé à vérifier parce qu'elle ne s'y garait jamais. Elle est sortie de la voiture. Elle s'est dirigée vers la porte latérale, celle qui donnait directement sur la cuisine, et elle portait un sac fourre-tout sur l'épaule. Elle se déplaçait rapidement,
la tête légèrement baissée, comme quelqu'un qui ne voulait pas être remarqué. Je l'ai regardé disparaître par la porte latérale. À 10h04, la caméra de la cuisine l'a filmé. À 10h19, la caméra de la porte latérale, un flux secondaire de moindre résolution que je ne consultais presque jamais, l'a montré ressortant. Le sac fourre-tout sur l'épaule, montant dans la Volvo. Elle est restée 28 minutes dans la maison. Elle est partie sans frapper à la porte du bureau, sans m'appeler, sans me faire savoir qu'elle était là. Et puis, d'après tout ce qu'elle m'avait dit en rentrant dimanche soir, elle avait passé tout le week-end chez Brigitte. Rien sur un aller-retour, rien sur un retour à la maison. Elle avait été chez moi, alors qu'un réparateur dont je ne lui avais jamais parlé était là, et elle ne m'avait pas dit un seul mot de tout cela. Je suis resté assis à ce bureau pendant un long moment. Mon café a refroidi. Je veux être honnête avec vous concernant ce que j'ai ressenti à cet instant. Car le sentiment n'était pas celui auquel vous pourriez vous attendre. Ce n'était pas de la rage. Pas cette fureur volcanique et abrupte qu'on voit au cinéma. Le mari trahi, frappant la table du poing, la chaise reculant avec un grincement, la voix haussée. C'était plutôt le silence. Le sentiment de se tenir dans une pièce familière et de réaliser que le sol est plus bas qu'on ne le pensait. Un lent affaissement, vertigineux. Car voici la question qui ne cessait de me hanter. Pourquoi serait-elle rentrée à la maison sans me dire qu'elle était là? Il y avait bien une version innocente de cette histoire. Peut-être avait-elle oublié quelque chose d'important et ne voulait-elle pas déranger Théo dans son travail? Peut-être était-elle revenue chercher un objet précis, gênée d'en avoir besoin, et avait-elle jugé que cela ne valait pas la peine d'être mentionné? Peut-être était-elle pressée et n'avait-elle même pas su que j'étais encore à la maison. J'ai essayé chacune de ces hypothèses, comme on enfile un manteau. J'en ai vérifié la coupe. Aucune ne m'allait vraiment. Si elle avait oublié quelque chose, elle aurait pu m'envoyer un message. Frapper à la porte du bureau. M'appeler par mon nom depuis la cuisine. Si elle avait été gênée, de quoi exactement? De rentrer chez elle? Et si elle n'avait pas su que j'étais là, cela rendait les choses encore pires. Car cela signifiait qu'elle était entrée en pensant que j'étais parti, qu'elle avait fait ce qu'elle était venue faire. Puis était repartie, en secret. J'ai relancé les images du sac fourre-tout et je les ai étudiées. À l'aller, le sac semblait avoir un léger poids. Elle l'avait réajusté sur son épaule en sortant de la voiture, serrant la bretelle comme on le fait quand quelque chose est plus lourd qu'agréable. Au retour, le sac paraissait plus léger. Soit elle avait laissé quelque chose ici, soit elle avait pris quelque chose d'ici et avait réorganisé son contenu. J'ai passé l'heure suivante à fouiller la maison. Je ne savais pas ce que je cherchais. Je n'arrêtais pas de me dire que j'étais paranoïaque, qu'il y avait une explication parfaitement raisonnable à laquelle je n'avais pas encore pensé. J'ai vérifié les tiroirs de la cuisine, ouvert le réfrigérateur, examiné les plans de travail. Rien ne semblait avoir bougé. Je suis allé dans notre chambre et j'ai ouvert son placard. Les mêmes vêtements, les mêmes étagères bien rangées. J'ai vérifié le meuble de la salle de bain. J'ai regardé dans le tiroir de sa table de nuit. Puis je suis entré dans le bureau. Mon bureau était à sa place habituelle. Mes dossiers étaient en ordre. Mais sur le coin du bureau, légèrement déplacé de son emplacement habituel, se trouvait la petite boîte en bois où je rangeais de vieilles reçus et des papiers divers. Rien d'important, juste des documents accumulés que je n'avais pas encore triés. Le couvercle était légèrement décalé. Je n'aurais peut-être pas remarqué si je n'avais pas tout regardé avec de nouveaux yeux. Mais une fois que je l'ai vu, impossible de détourner le regard. J'ai ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait ce à quoi je m'attendais. Des reçus de station-service, un bon de quincaillerie, un menu de plats à emporter, 2 coupons périmés, une note de rappel que je m'étais écrite 6 mois auparavant et que je n'avais jamais suivie, et une feuille de papier pliée que je n'avais pas placée là. Je suis resté immobile. Puis j'ai tendu la main et je l'ai dépliée. Avant de vous révéler ce qu'il y avait sur ce papier, car je vais tout vous dire, je vous promets de tout vous dire. Je dois vous faire comprendre quelque chose concernant les 22 années qui ont précédé ce moment. Sandrine et moi n'étions pas un couple en difficulté. Nous n'avions pas de disputes bruyantes. Nous n'avions pas de dîners froids et silencieux. Nous avions des désaccords, bien sûr. Parfois sur l'argent, sur la manière de gérer les candidatures d'Élise à l'université, sur l'opportunité de refaire la salle de bain à l'étage. Des désaccords normaux. Le genre qu'on résout en quelques jours et qu'on oublie ensuite. Mais nous avions aussi une fondation. Nous avions des dimanches matins où elle lisait
Et je faisais les mots croisés, et aucun de nous ne ressentait le besoin de parler. Nous avions un langage fait de petits gestes. La façon dont elle me serrait la main 2 fois quand elle voulait que je sache qu'elle allait bien. La façon dont je m'assurais toujours que son café était prêt avant qu'elle ne descende. 22 ans de petites choses fiables, empilées les unes sur les autres, bâtissant quelque chose de solide. Du moins, c'est ce que je pensais. Je veux que vous gardiez cela à l'esprit en écoutant la suite, car je ne veux pas que vous fassiez les mêmes suppositions que moi. J'avais supposé que cette fondation était stable parce que je ne l'avais jamais mise à l'épreuve. Je n'avais jamais pensé à regarder ce qui se trouvait en dessous. Le papier, c'était une lettre, écrite à la main, de l'écriture précise et légèrement penchée de Sandrine, adressée à personne en particulier. Commençant par ces mots, « Cela fait 6 mois que j'essaie de trouver le bon moment. » Je l'ai lu 3 fois. La première fois, j'étais debout. La deuxième, je m'étais lentement assis sur la chaise de bureau, comme votre corps le fait lorsque vos jambes ont pris une décision que votre cerveau n'a pas encore intégrée. La troisième fois, j'avais les coudes posés sur le bureau et les 2 mains à plat sur la surface, comme si j'avais besoin de sentir quelque chose de solide. La lettre n'était pas ce à quoi je m'attendais. Ce n'était pas une confession. Ce n'était pas la preuve d'une liaison, d'une relation secrète, ni rien de ce que j'avais redouté au fond de moi pendant la dernière heure. C'était quelque chose pour lequel je ne m'étais absolument pas préparé, et d'une certaine manière, c'était plus difficile. Sandrine avait écrit une lettre à un avocat, apparemment pas encore envoyée, ou peut-être qu'elle en avait une copie ailleurs et que c'était un brouillon. La lettre expliquait, clairement, méthodiquement, d'une manière qui me fit comprendre qu'elle y avait réfléchi depuis très longtemps. Qu'elle souhaitait des conseils sur le processus de séparation des biens dans un mariage où les 2 parties avaient contribué financièrement de différentes manières sur une longue période. Elle utilisait des termes comme répartition équitable, conseil juridique indépendant et calendrier de communication. Elle avait cherché comment me quitter, et elle était revenue à la maison le samedi matin, pensant que j'étais peut-être parti, pour laisser cette lettre quelque part où elle pourrait la récupérer plus tard sans que je la voie. Peut-être n'avait-elle pas eu l'intention de la laisser dans la boîte. Peut-être l'avait-elle posée un instant et avait-elle été surprise ou pressée, partant sans elle. Ou peut-être la boîte était-elle précisément l'endroit qu'elle avait choisi, un endroit dont elle se souviendrait, un endroit où je ne regarderai jamais. 6 mois. Elle avait mentionné 6 mois dans la lettre. Cela signifiait qu'elle portait ça en elle depuis octobre, à travers Noël, à travers le réveillon du Nouvel An, où nous avions veillé jusqu'à minuit avec une bouteille de vin et où elle m'avait embrassé à minuit en me disant qu'elle m'aimait. À travers tout cela, j'ai plié la lettre exactement comme je l'avais trouvée et l'ai remise dans la boîte. J'ai réajusté le couvercle à sa place initiale. Je suis descendu à la cuisine et suis resté longtemps devant l'évier, regardant par la fenêtre le jardin derrière la maison. Le jardin que j'avais tondu une centaine de fois, les massifs que Sandrine avait plantés avec une précision et une patience qui me semblaient toujours magnifiques. Le chêne au coin du jardin, la mangeoire à oiseaux qu'elle y avait accrochée 3 étés auparavant, la parcelle d'herbe usée où Cédric avait l'habitude d'installer ses cônes de football. J'avais besoin de réfléchir. Et je veux m'arrêter encore ici, car j'ai besoin de vous demander quelque chose. Si vous êtes marié ou marié, si vous avez construit une vie avec quelqu'un, 20 ans, 30, même 10, si vous avez une maison, des enfants et 1000 routines superposées, invisibles, avec une autre personne, que feriez-vous? L'affronteriez-vous immédiatement? Attendriez-vous? Ne diriez-vous rien et observeriez-vous, essayant de comprendre ce que vous aviez manqué? J'ai beaucoup réfléchi à cela depuis ce mardi matin. J'ai tourné et retourné la situation, l'examinant sous tous les angles. Et ce à quoi je reviens sans cesse, c'est ceci. Je n'étais pas en colère contre Sandrine. Pas encore. Ce que je ressentais était quelque chose de plus proche du chagrin. Un deuil profond, silencieux, préventif pour quelque chose que je sentais m'échapper avant même de comprendre ce qui se passait. Qu'auriez-vous fait? Je vous le demande sincèrement. Car ce que j'ai choisi de faire ensuite, je ne suis toujours pas sûr que c'était la bonne chose à faire. J'ai choisi d'attendre. J'ai choisi de ne rien dire. Non par lâcheté. Non parce que j'espérais que ça disparaisse. Mais parce que je savais qu'une conversation qui devait avoir lieu ne pouvait pas être précipitée. Et parce que je devais comprendre, avant de parler, ce que je comprenais exactement.
Et cela signifiait retourner aux enregistrements. Ce qui vient ensuite change tout ce que je croyais savoir, non seulement à propos de ce samedi matin, mais aussi des 6 mois qui l'avaient précédé, et de la version de notre vie que j'avais vécue par rapport à celle que Sandrine avait vécue à mes côtés. Je suis retourné au tableau de bord de la sécurité. Cette fois, je ne vérifiais pas seulement la synchronisation des caméras. Je remontais le temps. Le système conservait 30 jours d'enregistrement sur le stockage local avant de les écraser. J'ai commencé 30 jours en arrière et progressé, une semaine à la fois, me concentrant sur les heures où j'étais habituellement absent de la maison. Du lundi au vendredi, de 8 heures à 18 heures quand j'étais au travail. Ce que je cherchais. Tout ce qui était inhabituel. Tout ce qui ne correspondait pas au schéma ordinaire d'une maison vide avec une femme qui travaillait à domicile à temps partiel. Sandrine avait monté une petite entreprise de conseil en décoration intérieure au cours de la dernière décennie. Elle recevait occasionnellement des clients à la maison, généralement dans le bureau ou à la table de la cuisine avec son portfolio ouvert. J'étais habitué à voir des voitures inconnues dans l'allée de garage, à entendre des voix en rentrant qui n'étaient pas là quand je partais. Des visiteurs professionnels. Normal. Mais je cherchais quelque chose de différent maintenant. Et sur les enregistrements d'il y a 3 semaines, je l'ai trouvé. Un jeudi, 11h15. La voiture de Brigitte, la sœur de Sandrine, une Subaru vert foncé que j'ai reconnue immédiatement, se garait dans l'allée de garage. Brigitte en sortant, venant à la porte d'entrée. Entrant. C'était banal. Brigitte venait nous voir occasionnellement. Mais ce que j'ai vu ensuite n'était pas ordinaire. La caméra de la porte d'entrée offrait un angle partiel sur le couloir d'entrée. Pas grand-chose, juste une portion, suffisante pour voir qui entrait et quelques mètres du couloir au-delà. Ce que j'ai vu, dans cette étroite tranche, c'était Brigitte tendant à Sandrine ce qui semblait être une enveloppe Kraft. Sandrine l'a prise immédiatement, la serrant brièvement contre sa poitrine, comme quelqu'un qui reçoit quelque chose d'important, quelque chose qu'elle attendait. Puis elle s'est retournée et s'est enfoncée plus loin dans la maison. Brigitte est partie 12 minutes plus tard. J'ai continué. 2 semaines plus tôt, un appel téléphonique auquel j'avais assisté, dans le salon. Je m'en souvenais vaguement parce que Sandrine l'avait pris dans la cuisine, ce qu'elle faisait parfois quand des clients appelaient et qu'elle voulait de l'intimité. Je n'y avais rien pensé à l'époque. Mais sur les images de la caméra de la cuisine de ce jour-là, je pouvais la voir faire les 100 pas en parlant, sa posture tendue d'une manière que je reconnaissais maintenant comme celle qu'elle adoptait quand elle se préparait mentalement. Sa main libre appuyée à plat sur le comptoir de la cuisine, de la même manière que je venais d'appuyer mes mains sur le bureau à l'étage. Et quand elle a terminé l'appel, elle est restée immobile un instant, a fermé les yeux, a pris une inspiration. Puis elle s'est ressaisie et est retournée dans le salon, où je lisais, et m'a demandé si je voulais du thé. J'avais dit oui. Elle nous avait préparé du thé à tous les deux. 1 millier de petits moments ordinaires, 1 millier d'occasions que je n'avais pas saisies de regarder plus attentivement. J'ai regardé les images pendant 4 heures. Quand j'ai eu fini, ce que j'avais sous les yeux, c'était le portrait d'une femme qui menait 2 vies parallèles sous le même toit, depuis au moins 6 mois. Pas une double vie spectaculaire, pas de secret qui en avait l'air de l'extérieur, mais une vie intérieure privée qui s'était tranquillement, méthodiquement préparée pour un avenir qui ne m'incluait pas. Des appels téléphoniques pris dans des pièces où je n'étais pas. Des documents reçus et stockés dans des endroits où je ne cherchais pas. Des visites de Brigitte qui duraient plus qu'une simple visite de courtoisie et impliquaient des transactions que je comprenais maintenant être des transferts d'informations. Sandrine planifiait cela depuis au moins 6 mois, peut-être plus longtemps. Et je n'avais rien remarqué du tout. Non pas parce que j'étais aveugle, non pas parce que je détournais délibérément le regard, mais parce que j'avais fait confiance aux fondations sans les vérifier. Parce que quand on a vécu avec quelqu'un pendant 22 ans, on cesse d'exercer la vigilance ordinaire de l'attention. On présume la continuité. On suppose que la personne à vos côtés opère selon la même compréhension de votre vie que vous. J'avais fait fausse route. Je suis resté avec cette pensée pendant longtemps. Puis j'ai fait quelque chose dont je veux vous parler avec soin, car cela est important pour la suite de cette histoire. Je n'ai pas supprimé les images. Je n'ai pas pris la lettre dans la boîte. Je n'ai rien changé dans la maison qui aurait pu indiquer à Sandrine que j'avais fouillé. Au lieu de cela, j'ai ouvert un document sur mon ordinateur et j'ai commencé à noter tout ce que j'avais vu. Horodatage, étiquette de caméra, durée,
ce que j'avais observé et comment. Un compte-rendu factuel, clairement organisé, car j'avais passé suffisamment de ma vie professionnelle dans les infrastructures et la gestion de projets pour savoir que les faits comptent et que l'émotion sans structure vous mène quelque part où vous ne voulez pas aller. Puis j'ai appelé mon frère aîné, Marc. Marc a 3 ans de plus que moi. C'est un ingénieur civil à la retraite qui vit à 40 minutes de la ville dans une maison que lui et sa femme, Judy, avaient construite eux-mêmes sur une parcelle de terrain qu'ils possédaient depuis 20 ans avant de commencer les travaux. Ce n'est pas quelqu'un de dramatique. Il ne catastrophise pas. Il écoute jusqu'à ce que vous ayez entièrement terminé, puis il dit exactement ce qu'il pense, sans fioriture. Il a décroché à la 2e sonnerie. Danny. Il m'appelait toujours Danny, ce que personne d'autre ne faisait plus. Marc, ai-je dit, j'ai besoin de te parler. Un instant de silence. Le genre de silence qu'il offrait toujours quand il entendait dans ma voix quelque chose qui lui disait que c'était sérieux. Judy est à son club de lecture, a-t-il dit. Je suis libre ce soir. Je me suis rendu chez lui ce soir-là. Nous nous sommes assis sur la terrasse arrière avec 2 verres de bourbon, et je lui ai tout raconté. Le réparateur, les images, la caméra de l'allée de garage, la voiture de Sandrine garée au coin de la rue, la cuisine, le sac fourre-tout qui entrait lourd et ressortait léger, la lettre dans la boîte en bois. Il a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un instant, a fait tournoyer son verre. « Tu lui as parlé » a-t-il demandé. « Pas encore. » Il a hoché la tête. « Qu'est-ce que tu veux » J'ai ouvert la bouche pour répondre et j'ai réalisé que je ne savais pas. Je ne savais vraiment pas. 24 heures auparavant, mon mariage allait bien. Ou du moins, je croyais qu'il allait bien, ce qui, je le comprenais maintenant, n'était pas la même chose. Je veux comprendre, ai-je dit finalement. Avant de dire quoi que ce soit, je veux comprendre ce qui s'est réellement passé. Ce qui est réellement en train de se passer. Marc m'a regardé fixement. « Alors il faut que tu remontes plus loin, a-t-il dit. Pas les caméras, plus loin que ça. Qu'est-ce que tu veux dire ? Danny. Il posa son verre. Quand Sandrine et toi vous êtes-vous assis pour vraiment discuter la dernière fois ? Pas des enfants ? Pas de la maison ? De vous-même ? J'y ai réfléchi. Il m'a regardé réfléchir. Et le fait que je ne puisse pas répondre rapidement. Le fait que je doive m'efforcer de me souvenir. Que je doive fouiller des mois de soirées ordinaires, de repas partagés et de conversations sur la logistique et les projets, en disait plus que tout ce que j'avais vu sur ces images. Je ne sais pas, ai-je admis. Marc reprit son verre. Alors, c'est par là qu'il faut commencer, a-t-il dit doucement. Sandrine rentra à la maison à 18h15 le lendemain soir. J'ai entendu sa clé dans la serrure, le bruit familier de la porte d'entrée, le son de son sac qu'elle posait sur la console d'entrée qu'elle possédait depuis avant notre rencontre. Elle a crié qu'elle était rentrée. J'ai répondu de la cuisine que j'étais là. Elle est entrée et s'est arrêtée. J'avais mis la table de la cuisine. Rien de théâtral, pas de bougie, rien qui aurait pu laisser deviner que quelque chose n'allait pas. Mais la belle vaisselle, une bouteille de vin ouverte sur le comptoir, un dîner simple que j'avais préparé, des pâtes avec la sauce qu'elle m'avait appris à faire dans notre premier appartement, 23 ans plus tôt. Celle que sa grand-mère avait écrite sur une fiche que Sandrine gardait toujours dans le tiroir de la cuisine. Elle a regardé la table. Puis moi. « Quelle est l'occasion » a-t-elle demandé. « Aucune occasion » ai-je répondu. « Assieds-toi avec moi. » Elle s'est assise. J'ai versé le vin, j'ai servi les pâtes. Et pendant les 20 premières minutes, nous avons parlé de choses ordinaires. L'appel d'Élise depuis l'université la veille. La nouvelle clôture du voisin le long de la limite de propriété. Si nous voulions faire quelque chose de différent avec le jardin ce printemps. Sandrine était prudente, attentive, un peu réservée, comme elle l'était parfois quand elle était fatiguée ou préoccupée. Je l'observais sans la regarder fixement. J'écoutais les rythmes de sa voix, les endroits où elle marquait des pauses, les choses qu'elle choisissait de demander et celles qu'elle ne demandait pas. Puis, sans le moindre changement de ton, juste une pause naturelle dans la conversation, j'ai demandé « Comment s'est passé chez Brigitte ?» Elle a pris une gorgée de vin. Bien. Elle fait enfin refaire sa cuisine. Le carrelage est magnifique. Je sais, tu l'avais mentionné à ton retour. Elle a souri légèrement. J'ai l'impression d'avoir raconté l'histoire de la cuisine de Brigitte 4 fois maintenant. Elle était là tout le week-end ? Ai-je demandé.
Quelque chose a changé, si subtil que j'aurais pu le manquer 2 jours auparavant. Avant d'avoir passé 4 heures à regarder des images de caméra, à m'asseoir avec Marc sur sa terrasse et à rester éveillé à réfléchir à ce que je savais réellement et à ce que j'avais supposé. Un infime ajustement derrière les yeux. Une micro-recalibration. Bien sûr, a-t-elle dit. Où voulez-vous qu'elle soit d'autre? Je ne sais pas, ai-je dit. Je me demandais juste si elle avait dû aller en ville pour quelque chose. Faire des courses? Sandrine m'a regardé. Je lui ai rendu son regard. Et à cet instant, dans le silence qui régnait entre nous, à cette table de cuisine dressée avec la belle vaisselle, une bouteille de vin et la sauce pour pâtes de la fiche de sa grand-mère, je crois qu'elle a compris, pas ce que je savais spécifiquement, mais que quelque chose avait bougé, que la conversation que nous étions censés avoir n'était pas celle qui se déroulait réellement. Elle a posé sa fourchette. « Daniel » a-t-elle dit. « Sandrine » ai-je répondu. Puis nous sommes restés silencieux un long moment. C'est la partie de l'histoire où je dois être le plus prudent, parce que ce qui s'est passé ensuite, la conversation qui s'est déroulée pendant les 3 heures suivantes à cette table de cuisine, puis en passant au salon, puis sur le porche arrière à mesure que la nuit tombait, a été la conversation la plus difficile que j'ai jamais eue de ma vie. Non pas à cause de drame, pas de cris, d'accusations ou de portes qui claquent, mais à cause de la vérité. Sandrine n'a pas nié être revenue à la maison le samedi. Une fois qu'elle a compris que j'avais vu quelque chose, et je lui ai parlé des caméras, du réparateur, j'ai été entièrement honnête sur le fait d'avoir examiné les enregistrements. Elle n'a pas essayé de construire une autre version des faits. Elle m'a regardé un long moment. Puis elle a dit « Je crois que je te dois plus que ce que je t'ai donné. Je le savais depuis un moment. » Et puis, lentement, morceau par morceau, avec la minutie et la précision qu'elle mettait dans tout ce qu'elle faisait, Sandrine m'a raconté ce qui s'était passé au cours des 6 derniers mois. Ce n'était pas une autre personne. C'était quelque chose à quoi je ne m'étais pas attendu et pour lequel je n'étais pas préparé. Et à certains égards, c'était plus compliqué que tout ce que j'aurais pu imaginer. Sandrine était malheureuse depuis plusieurs années. Pas d'une manière qui se manifestait clairement, pas d'une manière qu'elle aurait pu exprimer par des mots au début. Une lente accumulation de petites choses. Le sentiment que notre vie était devenue une série d'arrangements logistiques plutôt qu'une véritable existence partagée. L'impression que nous avions grandi, pas de manière dramatiquement séparée, mais dans des ornières si établies et parallèles que la distance entre nous était devenue ordinaire, banale. Juste la façon dont les choses étaient. Elle avait tenté de mettre un nom dessus. 6 mois auparavant, elle avait commencé à consulter un thérapeute, sans me le dire, et elle avait payé ses séances de sa poche pour ne pas avoir à s'en justifier. Le thérapeute l'avait aidée à comprendre que ce qu'elle ressentait était bien réel, que ce n'était pas quelque chose qu'elle pourrait éternellement gérer en surface, et qu'un jour, elle devrait le verbaliser. Elle s'y préparait, à le dire tout haut. La lettre dans la boîte en bois, elle l'avait rédigée pour organiser ses pensées. Ce n'était pas un document envoyé, ni une décision finale, mais une sorte de carte privée de ce qu'elle ressentait et des chemins que cela pourrait prendre si rien ne changeait. Elle l'avait ramené de chez Brigitte. Brigitte savait tout. Elle était au courant depuis des mois, parce qu'elle avait décidé qu'elle n'était pas prête à ce que cela existe ailleurs. Elle la voulait près d'elle. Elle n'avait pas eu l'intention que je la trouve. Elle m'a raconté tout cela calmement et directement, sans drame, sans cruauté, avec la même précision constante qu'elle mettait dans tout ce qu'elle faisait. Et quand elle eut terminé, elle m'a regardé et a dit « Je ne te demande pas de tout comprendre d'un seul coup, mais j'avais besoin que tu le saches. Je veux faire une pause un instant, parce que je sais que certains d'entre vous, en écoutant cela, ressentent quelque chose de très fort. Peut-être de la colère en ma faveur, peut-être de la sympathie pour Sandrine, peut-être une forme de reconnaissance, peut-être qu'un petit détail de cette histoire touche en vous quelque chose de votre propre vie que vous n'avez pas encore vraiment examiné. Quoi que ce soit, laissez-vous traverser par cela. Ce sentiment est une information. J'ai réfléchi à ce que j'aurais dû ressentir à ce moment-là. Une émotion claire aurait été plus simple. Mais ce que j'ai ressenti était complexe, contradictoire et profondément, inconfortablement humain. J'ai ressenti du chagrin. J'ai ressenti quelque chose qui s'apparentait presque à un soulagement. Cette sensation que l'on éprouve lorsque ce que l'on redoutait est enfin nommé, car le fait de le nommer, au moins, offre une base solide.
J'ai ressenti de la culpabilité. Pas la culpabilité feinte de quelqu'un qui parcourt une liste mentale, mais une véritable culpabilité. La reconnaissance de ma propre absence dans notre mariage. L'honnête admission que moi aussi, j'avais laissé les routines engloutir la substance. Que moi aussi, j'avais choisi le confort plutôt que la vérité. Marc l'avait dit sur sa terrasse. À quand remonte la dernière fois que Sandrine et toi avez vraiment parlé? La réponse était il y a bien trop longtemps. Et ce n'était pas seulement l'échec de Sandrine. Je lui ai dit cela. Je lui ai dit exactement cela, parce qu'elle méritait de l'entendre. Je lui ai dit cela. Je lui ai dit exactement cela, parce qu'elle méritait de l'entendre. Elle m'a regardé longuement. Je n'étais pas sûr que tu dirais ça, a-t-elle murmuré. Je n'étais pas sûr de le savoir avant cet instant, lui ai-je répondu. Et puis, elle a prononcé des mots qui m'ont habité pendant des semaines. Je crois que j'avais peur, a-t-elle dit. Pas de toi, mais de le dire à voix haute. Parce que tant que je ne le disais pas, ce n'était pas complètement réel. Ce n'était qu'un sentiment. Quelque chose que je pouvais continuer à gérer. J'ai compris cela immédiatement. De la même manière qu'on comprend parfois une chose qu'on n'a jamais su nommer. La gestion de l'indicible. La façon dont on peut porter un poids énorme tant qu'on ne le dépose pas. Parce que le déposer, c'est le regarder. Et le regarder, c'est décider quoi en faire. J'ai fait la même chose, ai-je dit. Simplement de l'autre côté. Elle m'a regardé. Qu'est-ce que tu n'as pas dit, toi? C'était une question légitime. J'ai pris un instant avant de répondre. Que j'ai été seul, ai-je dit. Pas tout le temps, mais parfois, pendant plus longtemps que je ne veux l'admettre. Non pas parce que tu n'étais pas là, tu étais là. Mais je crois que j'ai cessé d'attendre une vraie conversation. J'ai cessé d'attendre d'être surpris par toi. Et à un certain moment, j'ai cessé d'offrir la même chose en retour. Je me suis installé dans la routine et j'ai appelé ça le contentement. Sandrine est restée silencieuse. C'est exactement ça, a-t-elle dit doucement. C'est exactement le mot. Installé. Nous sommes restés assis dans le silence de la véranda, les bruits de la ville lointains, le jardin sombre à l'exception de la lumière de la fenêtre de la cuisine derrière nous. Quelque part dans la rue, un chien aboyait par intermittence. Le chêne bruissait. La mangeoire à oiseaux que Sandrine avait accrochée 3 étés auparavant oscillait légèrement. « Je ne sais pas ce que cela signifie, » a-t-elle dit. « Je veux être honnête avec toi à ce sujet. J'ai passé 6 mois sans savoir ce que cela signifie. » « Moi non plus, ai-je répondu. Mais je crois que nous devons le découvrir. Mais voici ce que je veux vous dire à propos de ce moment sur la véranda. Parce que je crois que c'est la chose la plus importante de toute l'histoire. Et il est facile de la manquer si l'on se concentre sur les éléments dramatiques, les images de la caméra, la lettre, la planification secrète. Le moment le plus important fut quand Sandrine eut fini de parler. Quand elle eut dit tout ce qu'elle avait gardé en elle pendant 6 mois, l'organisant en mots et le déposant entre nous sur la table comme quelque chose de fragile et de nécessaire. Et je n'ai pas réagi immédiatement. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas posé de questions défensives ni cherché une explication qui me ferait me sentir mieux. Je l'ai laissé infuser. Ce silence dura peut-être 30 secondes. Cela me parut beaucoup plus long. Et dans ce silence, j'ai fait quelque chose que je n'avais, je crois, pas assez fait en 22 ans de mariage. J'ai essayé d'écouter vraiment ce qu'elle avait dit. Non pas de le filtrer à travers mes propres sentiments à ce sujet. Non pas de déterminer immédiatement ce que cela signifiait pour moi, mais de l'accueillir comme une vérité sur son expérience, sa vie intérieure, la vie qu'elle avait menée sous le même toit que moi. Elle avait été malheureuse. Elle ne l'avait pas dit. Je n'avais pas posé la question. Ces 2 choses étaient vraies, et nous en étions tous les 2 responsables. C'est avec cela que je suis resté, dans le silence de la véranda. Et quand j'ai finalement parlé, quand je lui ai dit que je comprenais, que j'avais ma propre version de cette même distance, que j'avais aussi choisi de ne pas regarder, ce fut la chose la plus honnête que je lui ai dite depuis des années. Peut-être même depuis plus longtemps encore. Ce qui a suivi n'a pas été facile. Je ne ferai pas semblant que ça l'a été. Dans les semaines qui ont suivi cette conversation, Sandrine et moi avons commencé à consulter une thérapeute de couple, non pas comme une étape prédéterminée vers un résultat particulier, mais comme un moyen de faire enfin le travail que nous avions tous les 2 évité. Sa thérapeute nous a orientés vers quelqu'un qui se spécialisait dans les mariages de longue date à un carrefour,
une femme nommée Dr. Calloway, qui travaillait depuis un cabinet en centre-ville doté d'un mur de fenêtres donnant sur la rue en contrebas. La première séance fut inconfortable, comme le sont toutes les vérités. Le docteur Calloway nous a demandé à tous les deux de décrire notre mariage en 3 mots. Sandrine a dit « familier »,« fonctionnel »,« silencieux ». J'ai dit « stable, acquis, sans complications ». Nous avons regardé les réponses de l'autre sur le bloc-notes sur lequel elle nous avait demandé de les écrire, et je crois que nous avons tous les deux compris, simultanément, que nous n'avions pas décrit un mariage, mais une structure. Une structure fiable, certes, confortable. Mais une structure d'où la chaleur réelle s'était lentement, silencieusement retirée, au fil des années de routine accumulée. Le docteur Calloway nous a posé une autre question lors de cette première séance que je tiens à partager avec vous, car j'y pense souvent. À quand remonte la dernière fois, a-t-elle demandé, que l'un de vous a fait quelque chose qui a surpris l'autre? Sandrine et moi avons tous les deux marqué une pause. Nous nous sommes regardés. « Je ne me souviens pas », a finalement dit Sandrine. « Moi non plus », ai-je admis. Le docteur Calloway a noté quelque chose. « Ce n'est pas inhabituel », a-t-elle dit, d'un ton neutre qui, d'une certaine manière, rendait la chose plus alarmante encore. Dans les relations de longue durée, la prévisibilité est souvent confondue avec la stabilité. La prévisibilité concerne le comportement. La stabilité concerne les fondations. On peut avoir l'un sans l'autre, et la plupart des couples ne réalisent pas qu'ils les ont confondus avant que quelque chose ne perturbe la surface. Quelque chose avait perturbé la surface. Un réparateur, une caméra de surveillance, un mardi matin sans obligation, le travail de reconstruction de quelque chose, ou de décision honnête quant à savoir si la reconstruction était ce qu'il fallait, n'est pas quelque chose qui se résout simplement. Je ne vous dirai pas que ça a été le cas, mais je vais vous dire ce que j'ai remarqué. 3 semaines après le début de la thérapie, Sandrine a commencé à prendre son café dans le bureau le matin. Quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Pas un geste spectaculaire. Elle est juste apparue un matin avec sa tasse, s'est assise sur la chaise en face de mon bureau et a ouvert son ordinateur portable pendant que je lisais le journal. Elle n'a rien dit à ce sujet, moi non plus. Mais le lendemain matin, elle était là de nouveau, et le matin d'après. Une petite chose ordinaire. Mais je l'ai remarqué. Et un dimanche, 6 semaines après la nuit de cette conversation autour de la table de la cuisine, je travaillais dans le jardin quand elle est sortie et a dit qu'elle devait aller au magasin de bricolage et que je pourrais venir. J'ai dit oui, et nous y sommes allés ensemble et avons passé 40 minutes à flâner dans les rayons, ce que nous faisions souvent au début de notre mariage, et ne trouvions pas étrange de passer un samedi après-midi dans un magasin de bricolage juste pour le plaisir. Elle a choisi un loquet neuf pour le portillon arrière. J'ai trouvé la peinture en bombe dont j'avais besoin pour le garage. Nous avons pris un café à l'endroit d'en face, après. C'était un samedi après-midi ordinaire. Mais j'y prêtais attention. Et je crois qu'elle aussi. Les caméras. Je reviendrai aux caméras, car c'est là que cette histoire a commencé, et je pense qu'elle mérite une fin honnête. Environ 2 mois après tout ce que je vous ai raconté, je me suis de nouveau assis devant le tableau de bord de sécurité. Je n'étais pas en train de visionner les enregistrements. Je réfléchissais à ce qu'il fallait faire avec le système à l'avenir. Nous avions eu de longues conversations à ce moment-là au sujet des caméras. Sur le fait que j'avais visionné des images de ma femme sans la prévenir, sur ce que cela signifiait, sur la vie privée et la confiance, et sur la question complexe de savoir si l'installation de caméras chez soi signifie qu'on a le droit de les utiliser comme bon nous semble. Le docteur Calloway nous avait demandé à tous les deux de réfléchir à cette question indépendamment, puis de partager nos réponses. Sandrine avait dit « Elle ne se sentait pas surveillée d'une manière sinistre », mais elle avait le sentiment que les images avaient été utilisées pour révéler quelque chose qu'elle n'était pas prête à dévoiler à son propre rythme et qu'il fallait reconnaître. J'avais répondu « Elle avait raison », et j'étais désolé que la découverte se soit faite de cette manière, même si je ne pensais pas que ce que j'avais trouvé aurait dû rester caché. Ces 2 choses étaient vraies, simultanément. Le docteur Calloway avait prononcé une phrase à laquelle j'avais beaucoup réfléchi depuis. Les caméras ont vu ce qui était là. La vraie question est de savoir si vous étiez prêt à regarder. J'avais été prêt à regarder parce que le réparateur était venu. Par une coïncidence. À cause d'un dysfonctionnement du système de sécurité, d'un ordre de travail et d'un mardi matin sans rien de pressant avant midi. Si rien de tout cela ne s'était produit,
Si les caméras n'avaient pas été réparées, si je n'avais pas effectué une vérification de synchronisation de routine, je n'aurais peut-être pas regardé, ou j'aurais pu trouver une autre raison de le faire. Finalement, parce que la vérité était là, que les caméras soient présentes ou non. La lettre était dans la boîte. Les mois de planification secrète étaient réels. La distance entre nous s'était accrue. Nous l'avions tous les deux ressentie, et aucun de nous n'avait osé la verbaliser. Les caméras n'avaient pas créé le problème. Elles avaient simplement supprimé la possibilité de continuer à détourner le regard. 8 mois après ce mardi matin, je veux vous dire où nous en sommes. Sandrine et moi vivons toujours dans la même maison, allée des Ronciers. Ce fut une décision que nous avons prise consciemment et qui nous a un peu surpris tous les deux quand nous y sommes parvenus. Nous continuons la thérapie, bien que moins fréquemment maintenant. 1 fois par mois plutôt que chaque semaine. Certains mois sont plus difficiles que d'autres. Il y a des soirs où nous retombons dans nos vieilles habitudes, nos vies parallèles côte à côte, le langage logistique d'un foyer qui tourne tout seul. Mais il y a aussi des matins avec un café dans le bureau, des dimanches après-midi au magasin de bricolage, des conversations qui nous mènent là où elles n'étaient pas allées depuis des années. Élise est rentrée pour les vacances de printemps et a dit qu'elle ne savait pas ce que nous avions fait de différent, mais que nous semblions plus détendus l'un avec l'autre. Cédric, à 17 ans, a été moins précis, mais a dit que la maison se sentait mieux. Je ne sais pas exactement ce qu'il voulait dire par là. Je crois que les enfants ont une sorte de sensibilité atmosphérique que les adultes ont en grande partie désapprise. Il y a eu un moment précis avec Élise auquel je reviens sans cesse. C'était sa 2e nuit à la maison. Sandrine était allée se coucher tôt. Élise et moi étions à la table de la cuisine, la même table où j'avais servi les pâtes, ouvert le vin et entamé la conversation qui avait tout changé. Et elle mangeait un bol de soupe réchauffée parlant de sa situation de colocataire à la fac, compliquée comme le sont souvent les cohabitations en 2e année. Puis, elle s'est interrompue en pleine phrase et m'a dit « Papa, je peux te demander quelque chose ?» « Bien sûr », ai-je répondu. Elle m'a regardé attentivement. « Maman et toi, vous avez eu des difficultés cette année ? Genre, pas une dispute, mais quelque chose de plus important ?» J'ai réfléchi à la manière de répondre. « Pourquoi demandes-tu ça ?»« Parce que vous semblez différents l'un avec l'autre. Pas pire. Mieux en fait. Mais différents. Comme si vous faisiez plus attention. » Elle a marqué une pause. Les parents de ma colocataire sont en train de divorcer et elle a dit que ça avait commencé par une sorte de distance qui s'installait entre eux. Et je me suis inquiété que... Elle s'est arrêtée. « Que la même chose nous arrive ?» ai-je dit. Elle a hoché la tête. Je ne lui ai pas menti. Je ne lui ai pas donné une version édulcorée, ni dit que tout allait bien, et l'avait toujours été. Je lui ai raconté une version de la vérité. Que sa mère et moi avions reconnu que nous étions devenus trop à l'aise, trop installés, et que nous faisions l'effort de ne pas laisser cela devenir permanent. Elle a écouté tout cela sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un instant. Puis elle a dit « Je suis contente que vous ayez remarqué. » « Moi aussi, ai-je dit. Je veux dire, je suis contente que vous l'ayez fait tous les deux. Mais je suis surtout contente que tu l'aies fait, papa. » Elle m'a regardé avec une franchise qu'elle tenait de sa mère. « Parce que je crois que c'est plus facile de s'inquiéter pour toi. Maman est plus susceptible de dire les choses. Toi, tu as plus tendance à juste gérer. » Je ne sais pas si elle avait compris à quel point elle avait mis le doigt dessus. Je lui ai dit qu'elle avait raison, et je lui ai dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Elle a fini sa soupe, nous avons parlé de sa colocataire pendant une autre heure. Puis elle est allée se coucher. Je suis resté assis à la table de la cuisine un moment après son départ, à réfléchir à ce que cela signifie d'être le parent qui gère, celui qui fait tourner la maison, qui maintient la structure intacte, qui confond la structure avec la substance. J'ai pensé à la façon dont j'avais bâti ma vie autour de la compétence, autour du fait d'être fiable, stable et présent sur le plan logistique, tout en me retirant discrètement, progressivement, de cette présence plus vulnérable qui, en réalité, construit le lien. Ma fille l'avait vu clairement. Elle s'était inquiétée pour moi. Cela comptait. Et je lui permettais de compter. La lettre dans la boîte en bois. Sandrine m'avait raconté, lors d'une séance de thérapie, qu'elle était retournée la chercher le samedi parce qu'elle avait réalisé qu'elle n'en avait plus besoin. Elle n'avait pas encore été prête à me le dire. Elle avait voulu la retirer de l'équation pendant qu'elle cherchait comment entamer la conversation. Elle n'avait pas su que j'étais encore à la maison.
Elle avait vu le fourgon de Théo dans l'allée de garage et avait supposé que c'était le mien. Une suite de petites erreurs. Un enchaînement de suppositions qui ne correspondaient pas tout à fait à la réalité. Étonnamment humain. Le réparateur, Théo Mercier, est revenu 2 mois plus tard pour une vérification de suivi du système. Une maintenance de routine, couverte par le contrat de service. Il était professionnel et efficace, comme la première fois. Il ignorait que sa visite de 47 minutes avait changé la trajectoire de ma vie. Il a réparé ce qu'il devait réparer, m'a fait signer le formulaire de fin d'intervention, puis est parti. Je ne lui ai rien dit de tout cela. Certaines choses sont trop complexes à expliquer à un inconnu, même à quelqu'un de compétent et de décent qui s'est trouvé au bon endroit au bon moment pour tout déclencher. Je souhaite conclure cette histoire par une réflexion qui m'occupe l'esprit depuis longtemps maintenant. Nous bâtissons nos vies sur l'hypothèse de la continuité. Nous plantons des arbres, achetons des maisons, avons des enfants, signons des prêts immobiliers et faisons des promesses devant témoins. Tout cela est un pari sur l'avenir. Un pari que la personne à vos côtés et la personne que vous êtes resteront plus ou moins reconnaissables au fil du temps. Et la plupart du temps, ce pari est juste. Les gens sont majoritairement constants. La vie est, la plupart du temps, ce qu'elle semblait être. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Parfois, vous consultez les images de surveillance un mardi matin ordinaire et ce que vous y trouvez n'est ni une effraction, ni un intrus, ni aucune des menaces contre lesquelles vous avez installé les caméras. Ce que vous découvrez est quelque chose de bien plus proche et bien plus complexe. Quelque chose qui était déjà à l'intérieur de la maison. Je n'avais pas installé ces caméras pour surveiller ma femme. Je n'ai pas examiné ces images en cherchant un problème. J'étais juste un homme effectuant une vérification de routine, dans une maison que je croyais comprendre, dans une vie que je pensais connaître. Et ce que les caméras m'ont montré, c'est que la compréhension n'est pas une chose que l'on acquiert puis que l'on conserve. C'est une pratique. Quelque chose que l'on cultive continuellement, délibérément, avec le même soin que l'on accorde à tout ce que l'on veut réellement protéger. J'ai failli passer à côté, non pas parce que je regardais dans la mauvaise direction, mais parce que j'avais cessé de regarder, tout simplement. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, si une partie d'elle vous a fait réfléchir à votre propre foyer, à vos propres suppositions, aux conversations que vous avez reportées, alors j'espère que vous prendrez le temps d'y penser. J'espère que vous trouverez le courage d'entamer l'une de ces conversations. Non pas parce que le résultat est garanti, non pas parce que regarder mène toujours à un endroit confortable, mais parce que regarder est le seul moyen de savoir. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi ce que vous auriez fait différemment. Dites-moi ce que cette histoire a évoqué pour vous. Ces conversations, dans les commentaires, entre des personnes qui ne se connaissent pas, mais qui reconnaissent une vérité, sont parfois les plus honnêtes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, merci de le faire dès maintenant. Il y a d'autres histoires ici qui, je pense, valent votre temps. Des histoires sur les familles et les erreurs, et le travail complexe et persistant de rester humain dans une vie toujours plus compliquée qu'il n'y paraît de l'extérieur. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et une dernière note, comme toujours, cette histoire contient des éléments romancés et des personnages composites, créés pour protéger les personnes impliquées et clarifier le récit. Si ce type de contenu ne vous convient pas, je le comprends parfaitement. J'espère que vous trouverez des histoires qui vous parlent. Mais si vous êtes encore là, et que quelque chose en cela a résonné, faites confiance à cela. Cette résonance est réelle. Prenez soin les uns des autres, et soyez attentifs. La vérité est presque toujours déjà dans la maison. Il suffit d'être prêt à regarder.